Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Jeanne d'Arc n'a pas remporté toutes les batailles. Elle en a perdu, hein. Elle n'a pas reconquis la France. Elle n'a pas mis fin à la guerre, mais elle a fait en fait ce qu'aucun roi, aucun prince, aucun général n'avait réussi, redonner à un pays abattu la foi en lui-même. C'est drôlement pratique. Elle a montré que la France ne tenait pas seulement à des territoires, mais aussi à une idée, que le roi ne valait rien sans le peuple, que la légitimité ne venait pas des traités, mais du sacre. Je vais encore une fois revenir sur tout ça. Et dans le brasier de Rouen, c'est donc une nation en devenir qui est en train de s'embraser. J'essaye de faire des grandes phrases, mais bon. Et quand elle est brûlée à Rouen en 1431, Charles VII est roi maintenant depuis 2 ans. Il a été sacré, hein. Il règne maintenant, du moins en théorie, mais dans les faits, la moitié du royaume, il ne faut pas oublier, lui échappe encore. Le nord est aux mains des Anglais, Paris est occupé, la Normandie, la Guyenne, alors attention, ne confondez pas avec la Guyane, la Guyenne, on est du côté d'en dessous de Bordeaux, vers Toulouse, etc., dans ces coins-là. La Champagne, tout ça, autant de territoires, si vous voulez, qui échappent à son contrôle. Et surtout, l'armée royale est en ruine, elle est dispersée, elle est indisciplinée, mais ça c'est habituel, elle est sans solde et elle est sans structure. Charles VII, à ce moment-là, n'est pas un roi aimé, il est même plutôt contesté, parfois méprisé. On lui reproche, alors certains lui reprochent d'avoir abandonné Jeanne, d'avoir reculé au lieu d'agir, d'avoir fui la guerre ouverte. Mais en fait, ce que le temps va révéler, c'est que cette prudence a été son arme finalement la plus redoutable. Et en ça, il tient de son grand-père. Charles VII, comme son père Charles VI, il faut le savoir quand même, est d'un tempérament réservé. Finalement, ils se suivent, hein. Charles V, Charles VI, Charles VII, ils parlent peu, ils agissent tard, ils n'inspirent ni passion ni adhésion. Mais, à la différence de son père, lui, il est lucide. Il a appris en exil, entre guillemets, à Bourges, la valeur du temps, prendre du temps, donner du temps au temps, ce qu'on dira plus tard. Il a vu l'effet de la division, il a vu le prix du chaos. Alors au lieu de chercher le panache, lui va aller chercher la stabilité. Encore une fois, du côté de son grand-père, hein. Il ne veut pas de victoire éclatante, il veut reconstruire un outil, pièce par pièce, patiemment. Et c'est ce qu'il fait. Il veut réformer la guerre pour gagner la paix. Et Charles VII commence par changer la nature de la guerre. Il sait que les levées féodales sont dépassées, inefficaces, ingérables. La levée féodale, c'est quoi? Vous connaissez, hein? C'est, j'appelle à l'ost, c'est-à-dire que sous ma bannière, je fais venir le ban et l'arrière-ban, c'est-à-dire que j'appelle, je dis n'importe quoi, le duc d'Aquitaine, et le duc d'Aquitaine va faire venir le comte de Poitou, le comte de machin, le comte de truc, le comte de la Marche, et tout le monde va suivre, et le comte va appeler le baron bidule, etc., etc., tous vont suivre, etc. Ça prend des plombes, si je puis me permettre de dire ça. Ça coûte énormément d'argent. Et surtout, c'est pas toujours valable parce que les uns et les autres vont toujours trouver un truc pour dire je peux pas, c'est pas le moment, ça m'arrange pas, etc. Donc, il va créer la première armée permanente du royaume de France. C'est les fameuses compagnies d'ordonnance, des troupes soldées par la couronne, encadrées, disciplinées, et tenu surtout à l'écart du pillage. Il réforme l'impôt avec l'aide d'un homme d'exception, Jacques Coeur, qui mériterait à lui tout seul une émission, grand argentier du royaume, négociant, homme d'affaires. Ensemble, ils vont assurer une rentrée fiscale, encore une fois, régulière, qui alimente l'armée, qui finance les campagnes, qui renforce l'État. Faut pas se leurrer, hein. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Et si l'argent ne rentre pas, ça marche pas. Que vous soyez une entreprise, que vous soyez un ménage, ou que vous soyez un État, une administration ou quoi que ce soit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est comme ça. Et surtout, il réorganise le territoire. Il va pacifier les provinces, il va reconquérir les villes, mais sans les écraser. Il ne cherche pas la gloire, encore une fois, il cherche la continuité. Et le grand coup de maître de Charles VII ne se joue pas sur un champ de bataille, mais c'est nouveau plutôt dans les salons. Depuis des années, la Bourgogne, territoire français quand même, est l'allié fidèle des Anglais. C'est ce qui a permis de tenir Paris, Reims et beaucoup de villes d'ailleurs. Mais en 1435, après pas mal de négociations, Charles VII parvient à retourner l'alliance. Il va signer le traité d'Arras avec le duc Philippe le Bon
qui va rompre avec les Anglais. Et ça, c'est un tournant stratégique majeur. La Bourgogne se retire du conflit. Paris, devenu isolé, va se rendre sans combattre. L'alliance anglo-bourguignonne, qui est quand même le pilier du fameux traité de Troyes, du honteux traité, s'effondre. Et en quelques mois, sans tirer une seule flèche, Charles VII récupère la capitale, le prestige et la légitimité. Et une fois que Paris est reprise, eh bien, le roi continue sa lente reconquête. En 49, donc 1449, la Normandie est attaquée et en moins d'un an, elle va tomber. En 1451, c'est la Guyenne, c'est-à-dire Bordeaux, Bayonne, Dax, encore une fois, qui redeviennent françaises. C'est tout ce triangle-là. Mais les Anglais résistent quand même. Et en 1453, ils reviennent à la charge. Ce sera Castillon, la dernière grande bataille de la guerre de Cent Ans. Là, l'armée anglaise est écrasée. John Talbot, son chef, est tué au combat. Ce jour-là, la guerre s'arrête. Non pas par un traité, non pas par une paix signée, mais tout simplement par l'épuisement. Et oui, faute de combattants, la guerre s'arrête. L'Angleterre elle-même est plongée dans ses propres troubles qui vont donner naissance bientôt à la guerre des Deux Roses. J'y reviendrai plus tard. Un jour, peut-être dans une émission, ce serait pas mal de faire une émission sur la guerre des Deux Roses. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Charles VII aura quand même régné 43 ans, dont la moitié dans l'ombre, l'autre dans la reconstruction. Il meurt en 1461 dans un royaume presque entièrement restauré, libéré des Anglais, à l'exception d'une ville, Calais. On y reviendra plus tard un jour, mais vous connaissez les bourgeois de Calais, etc. Mais surtout, il laisse à son fils, Louis XI, un royaume doté d'un État moderne, une armée permanente, un impôt régulier, une administration royale étendue et une légitimité retrouvée. Le roi, c'est plus seulement un suzerain féodal. Il est à la tête maintenant d'un corps politique. Il est le garant d'une paix nationale. Et c'est là, dans ce silence revenu, dans cette lente reconquête sans éclat, encore une fois, que va naître la France moderne. La guerre de Cent Ans n'a pas de date de fin claire, pas de traité flamboyant, pas de reddition solennelle, on n'a pas de jour de fête nationale, etc. Elle va s'achever par extinction, si vous voulez, par une extinction naturelle, par fatigue des peuples, par l'efficacité d'un pouvoir discret, encore une fois, mais solide. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de cette très longue guerre. Ce ne sont pas toujours les héros spectaculaires qui gagnent. Parfois, ce sont ceux qui réparent, qui réforment, qui reconstruisent. Charles V avait préparé le terrain, Jeanne a rallumé quand même la foi quelque part, ou en tout cas on lui a donné ce qu'il fallait pour rallumer la foi, ou on lui a fait parler, je vais revenir là-dessus, et Charles VII, sans fracas, lui, a refermé la plaie. Au tout début de cette émission, je posais une question simple, presque naïve. Dans la première émission, comment une guerre peut-elle durer 100 ans ? Et voici qu'après, je crois que j'ai fait 10 parties, des dizaines de personnages, des royaumes effondrés, des villes brûlées, des rois fous, en tout cas, des enfants sacrés, des paysans révoltés, des compagnies sans patrie, des bûchers, des trahisons, des réformes silencieuses. En fait, on comprend. Ce que j'ai raconté, c'est pas une guerre, mais c'est la lente naissance d'une nation, en fait. Parce que la guerre de 100 ans ne dure pas 100 ans parce qu'elle est longue, elle dure 100 ans parce que la France a mis un siècle à devenir la France. En réalité, 110 ans, vous avez vu. On a vu la fin du rêve féodal où le roi n'était qu'un suzerain parmi d'autres. On a vu la fin de l'aristocratie conquérante, balayée par la poudre, la discipline et l'impôt. On a vu la fin de l'idée que la guerre est un tournoi d'élite. À la place, on comprend qu'on a vu émerger autre chose, un État centralisé, un impôt permanent, pauvre de nous, une armée stable, une administration qui ne dépend plus du hasard des naissances. Et surtout, un roi qui n'est plus le chef d'une caste, mais le cœur d'un territoire. De Poitiers à Castillon, finalement, on a vu une sorte de mue lente, douloureuse, certes, mais une mue certaine. Le siècle qui s'écoule entre Poitiers, 1356, et Castillon, 1453, entre Jean le Bon et Charles VII, c'est une sorte de traversée du désert politique. La monarchie s'effondre, elle vacille, elle doute, le royaume est morcelé, pillé, trahi, roulé dans la farine, dans la boue, j'allais dire. La guerre devient civile, puis religieuse, puis existentielle. Mais pourtant, ce royaume tient
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, il ne tient plus qu'à un fil. Une victoire de Duguesclin, une inspiration de Jeanne, un traité diplomatique, mais il tient. Parce que quelque chose dépasse les rois, dépasse les dirigeants. Une idée plus forte que les armes. Ce qui traverse la guerre de 100 ans et ce qui lui survit, encore une fois, c'est une idée. La France, c'est une idée. Celle d'un pays qui n'est plus simplement une couronne, un domaine, une alliance féodale, mais une communauté de destin. C'est ça qui fait une nation. Une langue, un territoire, une mémoire. On pouvait voler ses terres à la France, on pouvait tuer ses chevaliers, on pouvait faire sacrer un roi anglais à Paris et pas à Reims, mais on ne pouvait pas tuer l'idée que la France existait. Et alors aujourd'hui ? Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.